entrée à l'étage. Euh, et ça, c'est donc une aération, hein, c'est un peu ce que je viens de vivre tout à l'heure en me baladant sur le port de Douarnenez. C'est la possibilité pour un Parisien de changer d'air et de ne pas se scléroser dans un exercice qui est contraignant, contrainte qu'on accepte, parce que la bande dessinée, ça vaut le coup d'en faire, dans la mesure où c'est un véhicule extraordinaire pour raconter des histoires. Mais je pense que par ailleurs, il faut savoir se prémunir de ce qu'elle a de contraignant, en faisant sans arrêt des embardées, en faisant faire à son dessin toutes sortes d'expériences qui permettent de rester en vie. Quelles Ah, André. expériences? Ah ben oui, mais je viens de le dire, André. Vous revenez là. Je commençais à m'ennuyer, excusez-moi. Bon, alors, pour revenir un peu à ce film, donc cette charmante Céline Dréan, rennaise, est venue très gentiment me voir chez moi il y a quelque temps en me disant qu'elle voulait faire un film sur mon ami Alan. Et c'était dans une période où j'avais très peu de temps, donc elle a travaillé sous contrainte. Je lui ai dit, j'ai 2 jours à vous accorder. Donc le dispositif est très simple, vous l'avez constaté. Il a consisté pour moi à m'asseoir chez moi sur mon canapé, devant une photo de ma fille d'ailleurs que j'ai revue. Il y a marqué, il y a ma tête, puis il y a marqué à ma maman, où est ma maman? Et, et, euh, et donc là on a causé d'Alan. Et puis par ailleurs elle est allée dans l'île de Ré où j'ai rencontré Alan et où il habitait, où il avait pris sa retraite. Et là, avec sa caméra Super 8, elle a filmé sa venelle, son chez lui, les abords de son jardin, etc. Et c'est très émouvant pour moi que quelqu'un se penche sur ce travail de cette manière, marche sur nos traces, parce que ben, tout ça, c'est pas si vieux, hein, ça, j'ai rencontré Alan en 94, j'ai oublié, j'aurais dû rester pour revoir le film. Je me suis éclipsé parce que j'avais déjà vu 2 fois. Mais je ne sais pas si je dis dedans que je l'ai rencontré donc en 94 et qu'on a eu 5 ans pour être copains, puisqu'il est mort en 99. Et donc, on s'est lancé dans une entreprise tous les deux dont on ignorait où elle nous mènerait. La seule chose qu'on savait, c'est qu'elle nous permettrait de passer du temps ensemble, qui était pour moi au début le principal attrait. Et, et il se trouve qu'il fait son chemin. Ces livres n'ont pas touché énormément de personnes en francophonie, comme on dit dans la version française, mais tout de même, ça commence, ça croît gentiment. Et puis là, en venant vous rejoindre dans le train ce matin, j'ai corrigé les épreuves de l'édition américaine qui sortira dans une petite année, à l'automne prochain. Et là, pour le coup, c'est franchement, c'est presque bouleversant de voir qui va s'exprimer dans sa langue maternelle et rentrer au pays après l'avoir quitté en 1948 pour ne plus jamais y revenir. Euh, pendant les 5 ans de notre amitié, euh, je lui disais régulièrement, enfin je lui disais en tout cas au début, Alan, puisque tu n'as jamais un sou vaillant, et que moi j'en ai un peu là de côté en ce moment, je vais nous payer 2 billets d'avion et on va aller ensemble dans la Californie de ton enfance. Et moi je ferai des petits croquis dans les endroits où tu as vécu, dans les écoles que tu as fréquentées. Et toi, bah, tu renoueras avec ce lieu, tu te baladeras et tu me feras partager tes émotions. Et il me répondait un peu sèchement parce qu'il lui arrivait d'être pet sec. Il me disait, si tu veux voir la Californie, regarde les feuilletons télévisés. Et j'explique dans le tome 3 de La Guerre d'Haleine qui va sortir au mois de mars, là, et que je suis en train d'achever ces jours-ci, euh, qu'Alan a quitté son pays, en partie pour la raison qu'il n'était plus tellement d'accord avec la tournure, le mode de vie américain de l'après-guerre, et qui voyait son pays se diriger vers et singulièrement sa région natale de Californie, se diriger vers une urbanisation, vers un développement qui suscitait chez lui, quand il en a vu les prémices, beaucoup d'inquiétudes. Et puis ensuite, quand je l'ai connu, dans ses vieux jours, une espèce de nostalgie attristée. Cela dit, il m'avait dit, tu n'iras pas avec moi, mais tu iras. Tu iras l'année de tes 40 berges et tu iras dire bonjour pour moi au plus massif arbre du monde, qui est un séquoia qui pousse dans la Sierra Nevada.
et que les Américains n'ont rien trouvé mieux que d'appeler le General Sherman, du nom d'un général de la guerre de sécession. Comme le dit Alan dans le tome 3 qui va sortir, donc c'était sans doute un très bon général, mais c'est un peu dommage pour l'arbre. Et, euh, et donc j'ai exaucé son vœu, et quand j'ai eu 40 berges, c'était il y a 3 ans, j'ai pris femme et enfant sous le bras et on est partis tous les trois dire bonjour au séquoia de la part d'Alan, qui lui était déjà décédé depuis quelque temps. Et à cette occasion, j'ai fait des choses très émouvantes qui ont consisté pour moi à arpenter des rues kilométriques comme ils en font en Californie, interminables, avec des albums de photos des années 30 en main, et où j'avais parfois le cliché de la façade d'une maison qu'il avait habité enfant, avec le nom de la rue, mais pas le numéro. Alors je passais une après-midi à arpenter de haut en bas la rue jusqu'à retrouver la maison qui parfois avait changé, donc il fallait que j'en apprenne par cœur, pour ainsi dire, les moindres caractéristiques, pour être certain de bien la reconnaître. Et c'est des voyages toujours passionnants. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais que de chercher au cours d'un voyage au long cours comme ça la piste de quelqu'un qui a disparu, que ce soit un écrivain qu'on aime ou un parent ou quelqu'un qu'on a connu d'une manière ou d'une autre. Aller sur ses traces et ça suscite toujours de nouvelles rencontres. Les gens à qui on raconte ce qu'on est en train de faire, qui généralement sont émus qu'on fasse ça et qui du coup sont extrêmement coopérants, qui demandent qu'à vous aider. Je me suis retrouvé dans des quartiers de ces coins de Californie qui étaient des quartiers déjà très modestes quand Alan y habitait, parce qu'Alan n'a pas connu vraiment la Californie des surfeurs. Sa Californie à lui, c'était la Californie de la crise de 29, la Grande Dépression aux États-Unis, qui a vu énormément de gens perdre leur emploi, une récession extrêmement sévère, qui fait qu'Alan a connu une enfance à la fois divine, en ce sens qu'il était dans un lieu qui décrit comme une sorte d'Éden. Hein, et c'est vrai que, connaissant la Californie d'aujourd'hui, on peut en inférer ce qu'a été la Californie de cette époque, c'est-à-dire sans le smog, sans la pollution, sans les autoroutes saturées, et avec juste ce Santa Barbara, par exemple, qu'il a connu et qu'on connaît, nous, à cause du feuilleton télévisé du même nom, et qu'enfant, il a fréquenté comme une sorte de petit port de pêche entouré d'une ceinture de champs de citronniers, ce qui fait que quand le vent soufflait de la montagne, toute la ville embaumait le citron. Enfin, il en parlait comme ça d'une façon extrêmement poétique. Et donc moi, j'ai arpenté ces lieux-là en constatant ce qu'évidemment 60 ans d'histoire leur avait fait, mais en n'ayant pas de difficulté à me remettre dans la peau de l'enfant qu'Alan avait été et des choses qu'il avait vues. J'ai réitéré cette expérience en allant en Allemagne il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi. Là, pour les coups, sur les traces du soldat qu'il a été quand il a occupé avec la troisième armée du général Patton, donc dont il faisait partie, quand il a occupé la Bavière, et singulièrement deux endroits, la ville de Ratisbonne, l'ancienne Ratisbonne, aujourd'hui appelée Regensburg, et puis les abords des lacs des Préalpes, où là, j'ai eu la chance, en menant, oui, une espèce de vraie enquête à la Sherlock Holmes, de retrouver l'hôtel, par exemple, qui avait été réquisitionné par les forces américaines et où il avait pu loger. Il se trouve que le patron actuel de cet hôtel est le petit-fils du patron de l'époque. Il m'a ouvert ses archives. Ce sont des gens avec lesquels maintenant je continue à communiquer. J'écris à peu près toutes les semaines une lettre à un flirt qu'Alan avait eu pendant qu'il était en Allemagne, donc une petite Allemande qui avait 17 ans à l'époque et qui a fini par épouser un soldat américain, mais pas Alan, et qui est partie vivre dans le Michigan, où elle coule aujourd'hui ses vieux jours. Elle est âgée maintenant de près de 80 ans. Clémentine. Et donc, tout ça, c'est des choses qui entraînent une espèce d'expansion de l'existence absolument merveilleuse. On se lance un jour dans une histoire pour la raison qu'un jour, on a croisé le chemin de quelqu'un à qui on a demandé sa route. C'est comme ça que j'ai connu Alan. Je ne sais pas si je le dis dans le film, mais voilà, j'étais paumé et je lui ai dit pardon monsieur, la place de la République. Et non seulement il m'a montré la place de la République, mais il m'a désigné un chemin sur lequel je marche encore et vraisemblablement sur lequel je marcherai encore pendant pratiquement toute ma vie, puisque je suis bien loin d'avoir fait le tour de la question. Et déjà ça, c'est marrant de le penser. Et puis ensuite, constater le nombre d'amitiés qu'on se crée, de rencontres qu'on fait par le biais d'une entreprise comme celle-là, c'est faramineux, ça défie l'imagination. Le simple fait que vous soyez aujourd'hui là à m'écouter, c'est en regard
on regarde des moments passés ensemble autour de sa table de jardin où on savait foutre pas évidemment ce qu'allaient donner nos conversations. euh, ça induit une espèce de mise en perspective presque vertigineuse. Mais c'est comme ça, les livres, c'est comme ça. On les fait, et puis ils se mettent à circuler, et un jour on voit venir à soi quelqu'un qui habite Séoul, par exemple, et qui a acheté votre bouquin lors d'un, je pense, parce que c'est un cas relativement récent auquel j'ai été confronté, qui a acheté votre bouquin lors d'un séjour à Paris, et qui vient vous dire que voilà, le livre voyage, et qu'il est quelque part en Corée. Ou... J'ai fait une autre série de livres aussi, un peu dans le même esprit, qui s'appelle Le photographe, et qui mélange les clichés d'un ami photographe, Didier Lefebvre, avec une bande dessinée donc, que j'ai réalisée, pour raconter une mission que cet ami a effectuée en 1986 dans l'Afghanistan occupé par l'armée soviétique à l'époque, pour accompagner une mission de Médecins sans frontières qui allait créer des hôpitaux, j'allais dire de campagne, plutôt de montagne, au fin fond de l'Afghanistan, dans une région extrêmement reculée qui s'appelle le Badakhshan, qui était pratiquement inaccessible à qui que ce soit d'étrangers à l'époque, et où de courageux médecins, infirmières allaient comme ça, au péril de leur vie, pour soigner les gens. Et l'histoire que j'ai faite avec Didier, elle est, pour ainsi dire, née de l'histoire que j'ai faite avec Alan, c'est-à-dire que c'est le fruit, là aussi, d'une rencontre, d'une amitié qui détermine une confiance et une complicité immense et qui permet de faire quelque chose qui est quand même, quand on y réfléchit, euh, assez étrange. Raconter. Je suis quelqu'un qui raconte à la première personne les souvenirs d'un autre, en créant des images à partir de ces souvenirs que je n'ai pas vécus, et en les restituant à la personne qui les a vécus. Euh, je pense que si je me livrais à un tel exercice avec des gens avec qui je n'aurais pas eu la qualité et l'intensité d'amitié que j'ai eue avec Alan et Didier, ça ne serait pas possible. C'est qu'ils seraient sans arrêt en train de me dire oh mais non, mais c'était pas comme ça, mais écoute, laisse tomber, tu comprends rien. Alors que eux me laissaient pleinement mon espace de liberté et le faisaient d'autant plus qu'ils savaient que j'étais constamment attentif à ce qu'ils me racontaient, à la lettre de ce qu'ils avaient vécu, et que même si je m'éloignais par le dessin de ce qu'ils avaient vécu, parce qu'il n'était pas question de faire autrement, je ne suis pas médium, je ne vois pas dans le passé ou dans l'avenir, mais en même temps, ils y retrouvaient une qualité de véracité, d'authenticité et surtout d'écoute, qui est quelque chose qui, de toute éternité, moi, m'a préoccupé dans l'existence. Je trouve qu'on se parle beaucoup, mais qu'on s'écoute très peu, en règle générale. Et j'ai constaté, en me livrant à ce genre d'exercice, c'est-à-dire en essayant de pousser mon écoute d'un autre à incandescence, c'est-à-dire pousser mon écoute jusqu'à m'incorporer son histoire au point d'avoir l'impression de l'avoir vécu moi-même, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on atteignait une zone où la frontière entre soi et l'autre devient extrêmement poreuse, voire pratiquement inexistante, et où l'expérience d'autrui peut vous apparaître pratiquement comme étant la vôtre. J'ai interviewé deux hommes qui sont a priori excessivement loin de moi en termes de vécu, puisque moi je suis quelqu'un de très froussard, de très casanier, euh, et qui fait un métier qui justifie pas que je sois sans arrêt par Mons et par Vaux. Et j'ai interviewé deux hommes qui, essentiellement l'un, le photographe, était un authentique baroudeur, quelqu'un qui a fait les coins les plus chauds, comme on dit, et parfois les plus brutaux et les plus violents de la planète. Et, et en fait, à force d'écouter Didier, je me rendais compte à quel point, non seulement son témoignage était universel, mais à quel point chaque chose qu'il racontait, même si censément je ne l'avais pas vécu, puisque j'étais jamais allé sous ces latitudes-là et j'avais jamais rencontré ces gens-là, rien de ce qu'il me racontait m'était étranger. Et, et j'aime bien ça. Je crois que ces bouquins sont une espèce de tentative, par l'exemple, de prouver que quand deux hommes s'écoutent, ils peuvent s'entendre. Mais s'entendre au point que ce soit l'un ou l'autre qui parle, ça n'a somme toute plus tellement d'importance. Et il se trouve qu'ils sont morts tous les deux. Alan
On meurt toujours trop tôt. Alan avait 74 ans. Euh, pour Didier, c'était particulièrement frappant. Il est mort en janvier dernier à l'âge de 49 ans d'un arrêt cardiaque brutal chez lui. Et donc ça a été une épreuve terrible pour tous ses copains parce que c'était un... J'en vois un ici qui est Christian Rio qui a édité le seul livre de photographie que Didier aura publié de son vivant, donc Voyage en Afghanistan aux éditions Ouest France. Et tous ses copains, comme dans une chanson de Brassens, étaient complètement effarés par ce qui leur arrivait, parce qu'on perdait un homme d'une qualité phénoménale, d'une séduction, d'une immédiateté, d'une simplicité, d'un courage, d'une gentillesse, enfin, avec une espèce de tissu de profondeur humaine merveilleuse qui nous a tous euh, émus, inspirés, soulevés de terre, qui a suscité pour lui une affection phénoménale. Affection qui évidemment ne peut pas s'arrêter au moment où il disparaît parce que on est sur notre lancée, on a envie que ça continue. Donc heureusement, le bouquin qu'on a fait, c'est quelqu'un qui a eu une vie professionnelle assez aride. Le métier de reporter photographe est très ingrat. Je vois un monsieur qui arrive avec son appareil photo là pour me servir d'exemple. Et le métier de reporter photographe est un métier excessivement dur dans la mesure où et bon, on a toujours tendance à dire que les choses se détériorent avec le temps, mais Didier regardait avec les yeux de Chimène une période que d'ailleurs il n'avait pas connue, qui était celle du grand reportage photographe des années Capa, grosso modo, des années Cartier-Bresson, des années Magnum, des années 50. Et, et il trouvait que la course à l'échalote à laquelle est de plus en plus soumise maintenant le reporter photographe, qui consiste à envoyer la photo à sa rédaction avant même que de l'avoir prise maintenant par les moyens informatiques, etc., fait que le recul qu'avaient les photographes auparavant sur leur propre travail est réduit maintenant à peau de chagrin et rend beaucoup plus difficile d'exercer sa lucidité vis-à-vis de son propre boulot. Et ce que constatant et se voyant fermer d'ailleurs l'une après l'autre, parce qu'il avait parfois pas la langue dans sa poche avec les gens qui lui paraissaient à côté de la plaque ou antipathiques, se voyant fermer l'une après l'autre les portes de beaucoup de rédactions de journaux et de magazines nationaux, il avait fini sur ses propres deniers qui étaient maigres par se passer des commandes à lui-même et par faire des reportages absolument passionnants aux quatre coins du monde, mais qui sont typiquement des reportages sur des sujets, si j'ose dire, qui n'intéressent personne, mais qui, dès lors qu'ils sont bien mis en forme, deviennent des sujets dont on a tous foncièrement envie d'entendre parler. Ça a été le cas un peu de ce photographe. Euh, cette mission de 1986, c'est 130 films, 4000 clichés, donc 4 mois de crapahutage dans les montagnes d'Afghanistan. Et quand il est revenu, il a eu l'immense privilège de publier 6 photos dans Libération, ce qui a pour lui a été... Et, et évidemment, les 3994 clichés restants sont restés dans des tiroirs d'où ils étaient censés ne jamais ressortir. Parce qu'un reporter photographe, sauf à devenir justement un Cartier-Bresson ou un Capa, je cherche le nom de ce photographe que j'aime tellement. Pardon, voilà. Sauf à devenir donc une pointure internationalement reconnue dont on explore la moindre planche contact pour en sauvegarder le moindre cliché d'amorce. La plupart des photographes, quand ils disparaissent, leurs clichés soit sont pieusement conservés pendant une génération ou deux par la famille, soit partent à la benne. Or, pendant une mission qui dure 4 mois et dont on ramène 4000 photos, il n'y a pas que 6 clichés intéressants. Il y a des masses d'informations, il y a des trésors absolument colossaux qui nous échappent, qu'on ne verra jamais, mais qui, pris en charge, pris en main par quelqu'un qui a le souci de raconter et d'exposer ce qu'il y a dans ces photos, peuvent devenir une mine de renseignements sur l'histoire contemporaine. Et moi, j'ai passé une après-midi chez lui il y a longtemps maintenant, c'était en 97 ou 18, sous son cerisier à Morangis, en banlieue parisienne. On mangeait des petites saucisses et j'avais sur les cuisses une boîte dans laquelle il y avait ces 130 planches contact. Et pendant cet après-midi-là, en pointant du doigt, alors je ne sais pas si vous connaissez cet objet de la planche contact. Euh, les gens qui ne connaissent pas
pas la photographie, ce qui était relativement mon cas avant de le connaître, généralement n'ont pas accès à cet objet, puisque c'est un objet qui, c'était en tout cas le cas du temps de l'argentique, avec le numérique, ça s'est appelé à disparaître, mais c'est un objet que le photographe obtenait euh, après avoir donné ses photos à développer, et ça consiste en une page sur fond noir où les pellicules sont disposées l'une au-dessus de l'autre et où on voit en petit format les photos, ce qui permet, avec un compte-fil ou une loupe, au photographe d'isoler les photographies qu'il considère réussies, esthétiquement réussies. Il met une petite croix dessus avec un crayon inactinique et il renvoie ça à son tireur en lui disant bah, là où il y a une croix, tu me fais le tirage. Or, en fait, j'ai découvert cet après-midi-là que la planche contact est un objet morphologiquement qui ressemble beaucoup à une bande dessinée. Hein. Ce sont des cases côte à côte où on voit les personnages gigoter. Et pour peu qu'on ait au-dessus de soi le photographe penché qui pointe du doigt chacune des photos en disant là, il était telle heure, nous entrions dans tel village, ce monsieur, c'est le chef du village qui venait vers nous pour nous apporter le thé, etc. On assiste à une espèce de film qui n'en est pas un en même temps parce que ça ne bouge pas, mais il se passe ce miracle qui est le miracle de la bande dessinée, c'est-à-dire que le lecteur de la planche contact, grâce au récit qui lui est fait par le photographe, reconstitue ce qui se passe entre les photos. Et du coup, un continuum se crée et ça devient un objet absolument passionnant. Et cet après-midi-là, j'ai senti une espèce de tachycardie. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Si j'arrive à faire partager à un lecteur ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire le récit de ce voyage absolument extraordinaire, en remplaçant le récit de mon copain par des cases de bande dessinée qui mettront le lecteur au seuil de chaque photographie, dans des conditions idéales pour comprendre ce qui s'y passe, on va faire un truc fabuleux. Genre, je me montais du col, mais quand on se lance dans un livre, il faut toujours penser qu'on va faire un truc fabuleux, sinon, c'est pas la peine c'est pas la peine de se lancer. Donc, j'ai tout de suite convaincu Didier en lui disant Didier, voilà, une idée me vient, il faut qu'on fasse ce que je viens de dire là. Et, et lui, qui m'aimait bien et qui voulait pas me contrarier, surtout quand je m'exaltais, m'a dit oui, oui, très bien, on s'y mettra. Et là aussi, comme avec Alan, il a vu l'occasion qui nous était offerte de passer du temps ensemble. Et au fond, je le décris comme le mobile premier de ses livres, mais c'est vrai. Ces deux gars, c'était deux gars tellement merveilleux que quand je les ai connus, Didier, ça datait pas d'hier. Je l'ai rencontré, j'avais 14 ans, il en avait 21. On était voisins, on habitait le même immeuble à Paris. Et seulement, c'est un âge où la différence d'âge compte. La différence d'âge compte. Quand on a 30 et 39 ans, on s'en fout, mais quand on a 14 et 21 ans, c'est pas la même chose. Il y en a un qui a le droit d'aller en boîte de nuit, etc. Et puis il y a l'autre qui est encore en train de faire ses devoirs de classe. Et donc, j'ai passé de nombreuses années à le voir simplement dans le hall d'entrée et à lui dire bonjour, bonsoir. Mais il avait un sourire tellement formidable en disant son bonjour, bonsoir, que je me disais, ce gars-là, ça vaudrait quand même le coup de creuser un peu ce qu'il y a derrière ce sourire, de faire amitié avec lui. Et quand cet après-midi-là où il m'a présenté ses planches, quand l'occasion donc s'est présentée et que je lui ai dit, écoute, voyons-nous plus et lançons-nous dans une entreprise tous les deux, parce qu'au fond, l'amitié qui consiste à se retrouver de temps en temps pour partager oisivement une séance de cinéma ou un boc de bière en terrasse, c'est formidable. Mais de toute éternité, la vraie amitié, ça consiste toujours à fabriquer quelque chose avec les gens. Quand, quand on se met ensemble pour faire un truc, on multiplie par 10 le sentiment amical. Euh, donc, je lui ai dit tout de suite, mettons-nous au boulot et faisons un livre. Et donc, on a commencé Le Photographe. Et là, pendant un an ou un an et demi de travail, on a eu, on a eu affaire à la commisération euh, universelle de notre entourage qui se disait et qui nous disait quelque chose de parfaitement légitime, c'était c'est casse-gueule, vous mélangez des photographies et des dessins, sont deux modes d'expression qui sont réputés pas vouloir cohabiter, l'un finit toujours par tuer l'autre, ça va décourager les amateurs de bande dessinée traditionnelle parce que ça va être un truc hybride qui ne va pas leur plaire. Les non-lecteurs de bande dessinée, de toute façon, qui ne lisent pas de bande dessinée, n'y viendront pas. Donc ça va être un four. En plus, à quoi bon raconter une histoire contemporaine mais qui n'est pas dans l'actualité? Ce qui intéresse les gens, c'est l'actualité, c'est pas ce qui s'est passé il y a 20 ans. Donc vous allez vous ramasser, mais c'est pas grave, vous avez l'air content. Donc continuez comme ça. Et, euh, et nous, on avait la foi du charbonnier. On pensait que ce serait
pour un tout petit public, mais on savait que ce serait de toute façon intéressant pour nous, et de toute éternité, un auteur n'a qu'une aune pour vérifier l'intérêt qu'aura un travail pour ses lecteurs, c'est l'intérêt qu'il y porte lui-même. Si c'est intéressant pour soi, on peut raisonnablement croire que ce sera intéressant pour les autres. En tout cas, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et, euh, et puis le bouquin est sorti et ça a fait un boom absolument phénoménal. Je le dis sans rouler des mécaniques parce que on s'y attendait pas du tout. C'est pas mon histoire. Moi, j'ai mis mes mains à la disposition de ces gens. Quand je dis ces gens, c'est non seulement mon copain Didier, mais c'est ces médecins pour lesquels lui et moi étions absolument fondus et pénétrés d'admiration, dont j'ai l'immense bonheur que ce soit devenus des amis depuis, qui sont donc Juliette Fourneau, par exemple, la jeune femme qui fait la couverture du tome 2, qui a été qui a été l'incroyable, c'est une personnalité qui défie l'imagination. Juliette, elle avait donc à peine 30 ans et pendant 10 ans, elle a dirigé toutes les missions MSF en Afghanistan, ce qui veut dire qu'elle enrôlait les médecins, qu'elle les faisait pénétrer clandestinement dans le pays, que la plupart du temps elle les accompagnait, qu'elle allait négocier auprès des chefs fondamentalistes les plus effroyables la libération de ces médecins pris en otage qu'elle obtenait. C'est quelqu'un qui a rencontré Ben Laden dès 1984 pour négocier avec lui la libération de médecins retenus en otage. Donc j'ai rencontré ces gens d'une espèce de courage, d'assise morale, d'intelligence, de savoir-vivre au sens littéral du terme absolument extraordinaire. Donc, ne serait-ce que, même si on s'était planté, s'il y avait déjà eu que ça, si j'ose dire, ça aurait été absolument divin. Mais en plus, on a la chance que le bouquin fasse le tour du monde. On est traduit déjà en 10 langues, puis ça continue à tomber. Euh, on a eu la chance dans la serre francophone je suis désolé de la ramener, mais ça fait tellement plaisir, c'est tellement merveilleux que comme ça, des dizaines de milliers de bouquins partent et qu'on voit venir à soi des gens souriants, intéressés. Euh, la dernière conférence que j'ai faite sur le photographe, c'était au Japon, à Kyoto. Là, et il y avait un public de gens. Alors évidemment, il n'est pas encore traduit en japonais, donc c'était des francophones, ce qui ça réduisait un peu là. Mais d'avoir comme ça un parterre de gens qui vous posent des questions sur la façon dont Médecins sans frontières s'est créé en France, dont ces gens sont intervenus sur divers théâtres d'opération, etc. C'est tout bonnement merveilleux. J'en reviens pas, voilà. Et bon, ben, j'ai beaucoup parlé. On pourrait continuer, à vrai dire, mais je ne sais pas, vous avez peut-être vous-même des choses à dire, ou André veut peut-être en placer une. Non, j'ai juste 1 an et demi de questions qui viennent de tomber à plat. Merci Emmanuel. Je- Continuez, s'il vous plaît. On parle des carnets de croquis peut-être? Alors, les carnets de croquis, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous voyez à l'étage de la médiathèque, là. Donc, comme je vous l'ai dit, ça consiste pour moi j'en ai un dans mon sac à dos d'ailleurs, à me promener où que j'aille avec un carnet sur moi et quelques outils pour intervenir dessus. Euh, je ne suis pas prosélyte, en règle générale, dans la vie. Je déteste les gens qui montent sur un tonneau pour dire aux autres, pour expliquer aux autres comment il faut vivre et ce qu'il faut faire. Mais je dois dire une chose, c'est que le dessin, c'est formidable. Et même les gens qui ne dessinent plus depuis l'âge de 8 ou 9 ans, ce qui est le cas de la grande majorité des gens, seraient bien inspirés de réessayer. Parce que ça fait un bien fou de dessiner. Euh, on est en train de s'aviser scientifiquement que le dessin est bénéfique pour les hémisphères du cerveau, pour la création des synapses, etc. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qu'un dessinateur sait intuitivement depuis qu'il est enfant et depuis qu'il a constaté à quel point, effectivement, s'approprier le monde extérieur par le biais du dessin fait du bien. Alors, l'antienne qu'on entend, c'est toujours que les gens disent « Oui, mais moi, je suis nul. Moi, ce que je fais ne ressemble à rien. Vous mettez un crayon entre les mains, je peux rédiger la course des commissions, la liste des commissions, mais il ne faut pas m'en demander plus. » Or, euh, tout ça vient d'une erreur de perspective qui est que euh, quand on, quand on produit quelque chose, en règle générale, on est obnubilé par le résultat qu'on obtient. Or, l'apprentissage du dessin consiste aussi à apprendre que le résultat est somme toute de peu d'importance. Pourquoi est-il de peu d'importance? Parce qu'un dessin est toujours mettable de côté, froissable, jetable à la poubelle, recommençable à l'infini.
Donc, se gourer n'a pas grande importance. Par contre, le processus du dessin, qui consiste, par exemple, pour un dessinateur d'observation, à se planter pendant un certain temps devant une personne, un objet, une architecture, un végétal, un minéral, etc. Bref, tout ce qu'il y a de présent sous nos yeux, et d'essayer de le faire transiter par l'espèce d'alambic intérieur qui consiste à faire quelques loopings dans le cerveau et puis redescendre le long du bras pour trouver une issue par le crayon, la plume ou le pinceau, ça fait un bien fou. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote qu'on m'a racontée il y a quelque temps. Euh, Elle n'émane pas d'un breton, mais d'un normand. C'est une infirmière de Caen qui m'a, lors d'un passage que je faisais dans cette ville pour y faire un reportage dessiné, qui a demandé à me voir. Et elle est arrivée avec un carton à dessin sous le bras et, et elle m'a dit, voilà, je suis chargée du, du traitement de la douleur en fait en milieu hospitalier et j'ai en particulier un cheptel de patients qui souffrent d'hémiplégie, qui sont à l'hôpital pour la raison qu'ils ont eu une hémiplégie, parfois récidivistes, ce sont des gens très gravement handicapés. Et, euh, et j'anime pour eux un atelier de ce qu'on appelle l'art-thérapie, c'est-à-dire j'essaye de les faire dessiner. Et, et elle me dit, il y a quelque temps, j'ai pris votre bouquin, donc La campagne à la mer, et que j'avais bien aimé. Et je leur ai proposé comme exercice, comme base, comme espèce de guide chant, comme ça. Et parce que c'est des gens essentiellement enfermés, et comme dans votre livre, il y a de l'air qui circule, c'est le littoral, il y a des vaches, il y a des pins maritimes, il y a des champs de maïs, etc. Je me suis dit que ça leur ferait un bol d'air. Et donc, ils ont accepté de travailler sur le livre et ils se sont mis les uns et les autres à sélectionner des dessins à l'intérieur et à commencer à les copier avec les moyens du bord. Souvent, c'était très austère. Ils avaient des papiers quadrillés comme on a à l'école et puis des crayons à papier et des stylos bics. Et elle me dit, j'ai vu arriver un monsieur Guyot, euh, qui avait à peu près 70 ans et qui avait été très alcoolique dans sa vie et qu'il avait payé par des, des hémiplégies à répétition. Il avait complètement perdu l'usage de son côté gauche. Il se déplaçait dans un petit fauteuil. Il est arrivé à l'hôpital en disant qu'il voulait qu'on le supprime instantanément parce qu'il n'avait plus rien à faire en se bâmant. Et, euh, et on l'a collé dans un coin, le pauvre de ce séminaire de dessin, là, qui visiblement lui disait rien du tout. Sauf qu'au bout d'une ou deux séances, il s'est dit que, somme toute, puisqu'il lui restait une main valide et qu'il s'ennuyait, il ferait aussi bien d'essayer. Donc il a feuilleté votre bouquin et comme rien lui sautait particulièrement aux yeux, il a commencé à la première page et, et il a copié ce dessin-là. Et elle me l'a sorti. Et effectivement, j'ai vu ce petit pastel, là, enfin, mélange d'encre et de pastel que j'ai fait à la lisière d'un champ. Un moment très agréable pour moi. Il faisait beau, j'entendais grisonner les alouettes, je voyais les nuages coulisser comme ça sur l'horizon. Il a commencé à copier ça. 2 semaines après, me dit-elle, une après-midi, il était en train de dessiner et de sa main morte, il saisit une gomme et il se la passe dans la main droite. Alors je lui saute dessus à pieds joints et je lui dis, mais monsieur Guyot, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Ah, il dit, non, quoi? Votre main gauche, là, elle marche? Vous avez pris la gomme et vous l'avez passée dans votre main droite? Vous vous rendez compte? C'est un exploit absolument phénoménal. Et ah bon? Alors il a été comme deux ronds de flanc. Et, et, et les progrès ont été foudroyants. C'est un gars qui, en l'espace de 6 mois, a récupéré l'usage de la parole, une partie de ses jambes. Et ce qui était très beau, c'est que à la fin alors j'ai vu cette chronologie. Dans ce bouquin, il y a des portraits de mes parents, par exemple. On voit mon papa et ma maman. On voit ma mère à sa fenêtre. Là, on voit mon paternel en train de jardiner, etc. Donc je voyais mes parents dessinés par lui, comme ça, de manière au début excessivement maladroite, puis petit à petit, il prenait une certaine assurance. Et à la fin, c'était en couleur. Et c'était pas de moi, mais je m'en suis pas offusqué parce que c'était des toiles du musée de Caen. Il se faisait accompagner toutes les semaines avec son petit nécessaire. Et il était devenu copiste. Il faisait des dessins d'après les. Enfin, plus que des dessins, à vrai dire, des peintures, des pastels, etc., d'après les toiles. Alors, je me prends pas pour le petit Jésus,
Mais on a typiquement affaire à quelqu'un là qui, grâce à l'intérêt, à l'absorption, à la concentration que requiert l'exercice du dessin, s'est fait du bien. Et moi, j'ai tendance à dire, n'attendez pas l'hémiplégie pour, pour vous mettre au dessin. Tous ceux à qui il arrive, et ça arrive un peu à tout à chacun, de s'ennuyer dans la salle d'attente de son dentiste parce que le Voici et le Paris Match ont déjà été lus et relus X fois, ou qui est bloqué un jour à un feu rouge ou dans le terminal d'un aéroport, au lieu de se morfondre, s'il a sur lui un petit carnet de croquis, il peut le mettre sur sa cuisse droite et puis commencer à dessiner un feu rouge, un pied de lampe, une espagnolette. Et à ce moment-là, il se rendra compte que cet objet, il ne l'a, pour ainsi dire, jamais regardé. Il y a un exercice classique qui est assez amusant. On enferme les gens dans une pièce, comme ici, on leur distribue des feuilles et on leur dit dessinez-moi votre chambre à coucher. On est censé connaître sa chambre à coucher. Vous seriez surpris, si vous vous livriez à cet exercice, de constater que vous connaissez très peu votre chambre à coucher. C'est-à-dire que le tel tableau qui est là, vous le mettrez là, il y aura en tout cas certainement des détails qui vous échapperont, pour la raison que très souvent, on voit, mais on ne regarde pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le surcroît d'analyse, de curiosité, d'intérêt qui fait qu'on soupèse vraiment un objet, qu'on essaye d'en faire mentalement le tour. Et le dessin permet de meubler l'espèce de palais des courants d'air qu'on a dans la tête, c'est-à-dire qu'on petit à petit on y met un certain nombre on nourrit sa mémoire des formes, on y met un certain nombre de choses qu'on croise dans la vie, qui sont des gens, des visages, des corps, des architectures, et, et puis on se rend compte petit à petit, à force de faire ça, qu'une forme vous en rappelle une autre, et que le biais de construction du cerveau de toute éternité qui consiste à partir des neurones à créer des synapses, c'est-à-dire des relations entre les cellules du cerveau, est quelque chose qui se crée presque naturellement avec le dessin, c'est-à-dire que à force de regarder des choses, des relations se créent avec tout. Tout vous rappelle quelque chose. Tout a une forme qui, de près ou de loin, en évoque une autre. Un visage vous aura. Et alors, d'une part, ça muscle la mémoire visuelle, et d'autre part, je trouve que c'est vecteur de scénario, d'histoire. Ça crée un. Ça donne. Je n'irai pas jusqu'à dire oui, pourquoi pas, que ça donne une sorte de sens à la vie, mais en tout cas, ça crée, ça suscite autour de l'existence une sorte de récit qui nous accompagne, qu'on suscite par le dessin et par l'observation, et qui est quelque chose d'extrêmement bienfaisant et de très satisfaisant. Et même si on ne le fait pas souvent, je trouve que renouer avec les dessins et se dire, il faut se dire au fond qu'on n'obtiendra jamais ce qu'on souhaite obtenir. Je pense que les gens qui, au fond, continuent à dessiner sont des gens qui ont fait très tôt l'apprentissage de la frustration. Moi, je crois que l'école du dessin, c'est ça avant tout. C'est-à-dire que petit, dès que j'ai commencé à dessiner assidûment, je me suis rendu compte que je n'obtenais jamais ce que je voulais. Mais jamais, jamais, jamais. Et ça continue. Et je pense que si je continue, d'ailleurs, c'est parce que je continue à... Je suis un éternel insatisfait en quelque sorte de mon propre dessin. Or, il y a deux attitudes vis-à-vis de la frustration dans l'existence. Soit elle est exagérée, et à ce moment-là, on laisse tomber, parce qu'on se dit, bah, j'y arriverai jamais. Soit elle vous titille, et à ce moment-là, on persiste et on continue. Et moi, là, je ne mets pas cette persévérance à toute épreuve dans l'existence et dans tous les secteurs de ma vie, mais en tout cas, pour le dessin, je l'exerce. Et je dois dire qu'elle m'a. Le dessin exerce un grand magistère sur celui qui en fait. On apprend énormément de choses par le biais du dessin. Et comme le dessin consiste essentiellement à être penché, si on dessine beaucoup, comme c'est mon cas ces temps-ci, par exemple, presque 24h24 sur soi-même, en quelque sorte, puisque c'est une sorte de miroir sur lequel on a une sorte de diagnostic permanent sur ce qu'on est, qui on est, où on en est. Et, et ce diagnostic est alors de deux choses l'une. Soit il vous terrasse, et à ce moment-là, vous avez tendance à, je sais pas, à vous scléroser, à rester hypnotisé un peu par cette espèce de face-à-face qui mène à rien. Soit il vous encourage à ouvrir les portes, à rencontrer les gens, à aller causer avec tout un chacun, à montrer ce qu'on fait, à dessiner au milieu des gens, par exemple, qui est un exercice que beaucoup de dessinateurs répugnent à faire parce qu'ils n'aiment pas l'idée qu'on les regarde pendant qu'ils travaillent. Il y a quelque chose d'une révélation dans le dessin, donc on se dit, je vais me,
je vais me mettre en danger là si je fais ça. Ben, il faut le faire, faut aller les pieds, faut dessiner les pieds au mur devant tout le monde, dans les circonstances les plus inconfortables. Et comme ça, on repousse des espèces de limites, on ouvre des portes, on ressent une espèce d'expansion. On se rend compte que le dessin devient une espèce de clé et de vecteur pour vivre mieux. Et je viens donc de vous faire tout un laïus sur le dessin. Je pense évidemment qu'il s'applique à la musique, à la danse, à la cuisine, à toutes sortes d'artisanats. Je dirais quand même singulièrement aux activités qui font à la fois, et je dirais de manière équilibrée, travailler le corps et le ciboulot, qui permettent de ne pas trop dessécher une partie de l'être au profit d'une autre. Une activité qui permet de s'équilibrer assez. Par exemple, le dessin de reportage, en ce sens, est formidable parce qu'il invite à sortir, à aller dans les rues, à se confronter à la personne qu'on dessine, à lui montrer le résultat, à essuyer les critiques. Et moi, je fais ça avec grand plaisir depuis longtemps maintenant et je continue à en tirer des fruits et ça suscite des rencontres et des amitiés avec des gens qui, comme Alan, sont des gens de rencontre. Et je dirais que, je le dis à un moment, je crois, dans la campagne à la mer, j'ai eu énormément d'amitiés de 20 minutes dans la vie ou d'amitiés de 5 minutes. Et ça peut être merveilleux. C'est-à-dire que on- une conversation au coin d'un champ avec quelqu'un qu'on n'est pas destiné à revoir peut être une sorte de perfection de relation humaine. Parce qu'il y a la chaleur, il y a une espèce de volonté de se dire quelque chose de substantiel. Si elle est là, hein, elle ne peut pas être là. On peut juste dire fait beau, ouais, fait beau, et puis on ne sait pas. Mais il peut y avoir dans ces 20 minutes parfois une ouverture, une espèce de mise en perspective comme ça de l'existence de l'autre. On entrevoit un truc et ça reste. Et si on a à cœur de le noter, parce qu'il y a des risques qu'on l'oublie, euh, si on a à cœur de le noter, quelqu'un qu'on a croisé 20 minutes dans sa vie peut devenir une sorte d'intime. Et peut-être que 20 ans après, on y pensera encore. Euh, et a fortiori, si cette personne devient vraiment une relation et qu'on s'est trouvé tellement bien de notre conversation qu'on a envie de se revoir et qu'on le fait. Et moi, c'est pareil, c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Sur ce, je déglutis. Voilà, bon, on peut peut-être en rester là. En reste-t-on là? Y a-t-il des questions à Emmanuel? Emmanuel, vous êtes parti récemment au Japon pour un carnet de voyage. Pourquoi le Japon? Est-ce qu'il y a eu aussi une rencontre qui a motivé ce voyage ou une envie particulière? Oui, alors vous verrez des lithographies qui ont été faites au Japon, ici à l'entrée. Et le voyage que j'ai fait cette année dans ce pays était le 3e séjour que je faisais au Japon. Euh, Lors de mon 2e séjour, j'ai passé 15 jours dans un merveilleux endroit qui s'appelle la Villa Kujoyama à Kyoto. Kyoto a été la capitale du Japon pendant plus de 1000 ans, ce qui implique qu'à peu près tous les 20 mètres, on puisse pénétrer dans un temple, un monastère, un sanctuaire, un jardin, tous plus somptueux les uns que les autres. J'ai découvert cette ville une journée lors de mon premier séjour là-bas, d'une semaine, et je m'étais dit, si j'ai le bonheur de revenir au Japon, c'est là que je veux revenir. Et j'ai eu la chance que l'opportunité se présente l'année suivante, et là j'ai vécu 15 jours. Et j'ai été reçu dans cette villa Kujoyama, qui appartient au ministère des Affaires étrangères français, et qui est une villa Médicis japonaise, c'est-à-dire une résidence d'artistes. Et le dirlo de la résidence m'a dit reviens. Alors je ne me suis pas fait dire 2 fois. Il m'a dit présente un dossier de candidature, moi je te soutiens, il nous faut des métiers d'art, il nous faut des dessinateurs, etc. Donc, très gentiment, effectivement, il a poussé ma candidature et j'ai obtenu 4 mois de séjour au Japon. Et c'était cette année. Donc sur ce, mon copain Didier est mort en janvier. Ça a été un choc effroyable. Je n'ai pu partir que 3 mois, donc au lieu des 4 prévus, mais ça a déjà été un séjour absolument fabuleux. Vivre 3 mois dans un endroit, c'est vraiment commencer à s'imprégner de l'endroit en question. Et là, j'ai fait pour la première fois à grande échelle ce que j'avais fait jusqu'ici que de manière sporadique, c'est-à-dire consacrer chaque jour à
à arpenter et à peindre. Et, euh, et c'était génial. Donc j'étais avec ma femme et ma petite fille qui a 5 ans et demi. Donc elle, on l'a mis à l'école japonaise. C'était très marrant. On l'a lâchée dans le grand bain en immersion complète. C'était la seule petite européenne. Et pratiquement dès le premier jour, elle connaissait des petites chansons et elle a commencé à se débrouiller. Ça, c'était chouette. Il faut dire qu'avoir un enfant, si vous arrivez de voyager au Japon, je vous conseille d'y aller avec un enfant en bas âge, d'en louer un si vous n'en avez pas sous la main à ce moment-là. Mais et parce que le Japon est le Japon est le pays de l'enfant roi. Euh, on, jusqu'à l'âge de l'école, grosso modo, c'est-à-dire avant qu'on leur mette un uniforme sur le dos et qu'on les envoie à heure fixe apprendre 4 alphabets, etc. Auparavant, ils sont maîtres en leur pays. Enfin, on a une révérence absolument merveilleuse pour les enfants. On les habille de kimonos multicolores, on leur fait la fête sans arrêt, etc. Alors, a fortiori, une petite occidentale avec des grands yeux, ça les soulève de terre et c'est une espèce de Beatlemania. Et dans les rues, ils trépignent, ils la prennent dans leurs bras. Et alors, quand une petite fille n'a pas sa langue dans sa poche et qu'elle a vite compris le système, elle leur lance des yeux langoureux et du coup, ils multiplient les cadeaux. Je me souviens d'une rue où on est sorti avec des pommes caramélisées, des tigres en papier, des rameaux, etc. Parce que chacun sortait d'un magasin pour lui tendre un. Et donc moi, pendant ce temps-là, j'ai dessiné très assidûment. Là aussi, évidemment, rencontré beaucoup de gens avec cette frustration la plupart du temps, évidemment, de ne pas pouvoir parler, ce qui était, ce qui était dommage. Mais je ne désespère pas, si j'y retourne régulièrement, de commencer à apprendre quelques rudiments. Là, vraiment, j'en suis à quelques mots simplement. Mais pour la première fois, j'ai constaté l'intérêt qu'il y a à aménager dans son existence de longues plages pendant lesquelles on peut faire quelque chose qui soit de l'ordre strictement de l'expérimentation. Et je pense que le vrai luxe dans l'existence consisterait pour tout un chacun à pouvoir prendre un virage de temps en temps et faire pendant un certain laps de temps quelque chose de radicalement différent. Euh, on pense tous que pour, je sais pas, quelqu'un qui conduit un autocar, euh, qui est prof d'auto-école, qui est enseignant, enfin, quel que soit le métier, ou boulanger, ou je sais pas quoi, le simple fait pendant un an ou quelques mois de se livrer à une toute autre activité serait extrêmement bénéfique et même formateur dans l'existence. Or, ça arrive à relativement peu d'entre nous et c'est dommage. Et alors là, je suis resté dans ma sphère d'activité qui est le dessin, mais je l'ai pratiqué de manière complètement différente. J'ai fait des très grands formats, j'ai acheté j'ai récupéré des matériaux sur lesquels je travaille jamais, qui sont l'acier, le bois, le tissu. Je suis allé dessiner dans les rues. Alors là, c'était très marrant, au vu et au su de tout le monde. J'ai dit que les Japonais aimaient beaucoup les enfants, ils aiment aussi beaucoup le dessin, donc ils ont une révérence phénoménale pour les dessinateurs. Si en plus on leur dit qu'on est français, alors là, on est pratiquement porté en triomphe, donc ça fait plaisir. Et j'ai pratiqué le dessin donc d'une manière, pour moi, assez nouvelle. On se rend compte, quand on essaye de sortir un peu de sa sphère habituelle, qu'on est très bas de plafond, qu'au début on est très emprunté, qu'au fond, même si en imagination on est une espèce de Superman capable de tout faire, à partir du moment où on scoltine la matière, on est très vite maladroit, empesé, empêché. Mais qu'en même temps, en essayant de le faire, et en essayant de le faire assidûment, c'est-à-dire en se laissant pas décourager à la première tentative, etc., petit à petit, on pousse on pousse les frontières, on s'agrandit un peu, on prend un peu de carrure, on se relaxe sur certaines choses sur lesquelles avant on était soit tendu, soit soit orgueilleux à peu de prix parce qu'on l'avait tout simplement jamais essayé. Donc là, j'ai fait des trucs. Par moments, je me morfondais de me rendre compte à quel point c'était foireux et à quel point ce que je pensais savoir faire de toute éternité, je savais pas le faire. Et par ailleurs, j'ai eu des moments d'éblouissement et généralement, ça vient dans la. Vous avez dû constater ça quand on se balade, par exemple. On part faire une promenade. On part faire une promenade, mettons que ce soit un endroit qu'on ne connaît pas et qui soit très beau. On se dit, va falloir quand même que j'apprécie ce que je vois. C'est magnifique. Moi, je suis quelqu'un d'intelligent et de sensible.
Donc il y a intérêt quand même que la rencontre entre moi et cet endroit, ça fasse des étincelles. Et puis on commence à se balader. Effectivement, c'est très beau, mais intérieurement, on a un peu honte parce qu'on est en train de penser à sa dernière facture EDF. Euh, on n'est pas avec sa petite amie, on aimerait bien qu'elle soit là, ou qu'éventuellement il y ait quelqu'un d'autre. Euh, on a des pensées parasites, parfois presque amoindrissantes. On pense à une engueulade qu'on a eue il y a un mois avec un supérieur hiérarchique, et puis ce jour-là, on trouve la réponse. Et au lieu de profiter de l'entourage et de ce qu'on est en train de voir, on répond à l'imbécile il y a un mois. Bref, pendant un certain temps, on ne savoure pas ce qu'on a autour parce qu'on n'est pas présent. On est, et c'est un des principaux écueils de l'existence, c'est qu'on arrive rarement à être présent à ce qu'on fait. On est toujours soit dans la hantise du passé, soit dans la hantise de l'avenir, mais on est rarement là où on est. Et ça, c'est une des merveilles aussi de l'expression artistique, c'est que elle vous oblige à être là où vous êtes. On ne peut pas imaginer un musicien qui ne serait pas là où il est au moment où il est en train de jouer quelque chose de virtuose et de compliqué, parce que ça requiert tout son être. Et le dessin vous apporte ça aussi. Il y a des moments où il faut impérativement être là. Parce que si on n'est pas là, patatras. Donc, dans la balade, il y a quelque chose qui est amusant, c'est qu'au début, donc, on ne profite pas. Et puis petit à petit, alors je ne sais pas si c'est l'effet conjugué du grand air, de la fatigue qui commence à nous gagner, etc. Petit à petit, on s'oublie un peu. On perd pied avec soi-même. On perd contact avec le personnage ratiocinant, comme ça, l'espèce de monologue permanent souvent nous casse un peu les pieds, il faut bien dire ce qui est. Et petit à petit, ce gars-là ou cette nana-là qu'on a à l'intérieur de soi veut bien se taire un peu, une minute, comme je vais le faire sans trop tarder, et, et on se met à voir. Et là, on est rempli par une espèce de révélation. On se dit, mais c'est absolument magnifique. Effectivement, mais c'est maintenant que je le ressens. Et à vrai dire, quand on le ressent, on ne se le dit même plus. On est juste dans un espèce de soulagement comme ça. Ça y est, j'ai vu le monde. Je, je- Ça y est, mon épiderme est en contact avec les choses. J'ai plus 40 pelures d'oignon. Je respire, je ressens. Et j'ai eu des moments comme ça où je me baladais, et puis au bout d'un moment, j'étais plus dans mon monologue insupportable, j'étais tout d'un coup dans la coexistence avec ce qui m'entourait. Et là, c'est très bon. On est dans le bien-être, on ne va pas le perdre tout de suite. On sait qu'il y a un moment de grâce, donc on peut faire ce qu'on veut. On peut même ne pas dessiner, hein, s'asseoir dans un endroit pareil, c'est très agréable. Et tout est doux, tout est agréable, tout est pédagogique dans ce qui vous entoure, tout vous apprend quelque chose. Et, et quand on goûte ça de temps en temps, on en veut de plus en plus. C'est une espèce d'addiction. On veut moins de tumulte, on veut moins d'abrutissement, on veut moins de télé, par exemple. Moi, il y a 20 ans que je l'ai mis de côté. On veut pouvoir se ménager de temps en temps des moments où on est en contact, où on touche et où on est touché par, par la vie. Je ne sais pas comment appeler ça, par le monde extérieur. Et c'est des vrais moments de grâce. Le voyage aide à ça parce que comme la désorientation qu'induit le voyage met quand même dans un état particulier. Le simple fait dans une promenade de ne pas savoir exactement où on est et comment on va revenir, c'est bon, ça déstabilise un peu. Là aussi, ça tue les pensées parasites. Et donc, c'est des circonstances dans lesquelles on apprend un peu à se mettre. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand on aime ça, on cherche ça. On cherche ça de temps en temps. Voilà le Japon. Donc, je vais essayer de prendre un bouquin là-dessus et effectivement de le publier l'année prochaine. Alors, réagir à un compliment, c'est toujours. Euh, Je vous ai dit tout à l'heure en vous parlant de l'expérience que j'ai vécue avec mes amis Didier et Alan, puis que je vis avec plein d'autres copains et que je suis prêt à vivre avec quiconque, que je pense que ça vaut le coup d'essayer d'avoir les mots pour se dire ce qu'on ressent euh, dans l'existence. Et je pense que c'est une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous d'essayer de trouver les mots euh, pour se raconter la vie les uns aux autres, pour se dire où on en est.
Et, et tout un chacun constate que la plupart des conflits qu'on peut connaître dans l'existence, dans la famille, dans le couple, dans le boulot, etc., euh, sont souvent des conflits qui naissent de l'incapacité où on est à la fois à s'exprimer et à écouter. Donc ça fait deux handicaps souvent majeurs. Et moi j'ai toujours compris, j'ai toujours senti, je pense que je crois que la seule vraie différence entre les hommes, et on la constate quand on voyage, c'est la langue en fait. Parce que la langue effectivement induit toutes sortes de choses. Euh, et on imagine à peine, je pense qu'on n'arrive pas à faire le tour de ce qu'est notre propre langue maternelle et à quel point elle nous est consubstantielle, à quel point elle nous est sanguine, à quel point elle fait partie de nous, à quel point elle gouverne notre vision de l'existence, etc. Et, et moi, j'aime ma langue, j'aime les langues, j'essaye d'en apprendre, d'en parler, parce que depuis que je suis tout petit, n'étant pas particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, casse-cou, sportif, etc., une des premières choses qu'on apprend dans la cour de récré, c'est que si on n'est pas un gros bras, il faut pouvoir discuter pour éviter les taloches. Donc, moi, j'ai tout de suite compris que... Moi, j'ai une histoire un peu particulière. Je suis né à Paris de parents du Sud-Ouest. Et quand j'avais 4 ans, mon père a été muté dans une usine dans le Sud-Est, c'est-à-dire en Haute-Provence. Ça s'appelle maintenant la Haute-Provence, mais à l'époque, ça s'appelait les Basses-Alpes. Entre-temps, vous savez, tout ce qui était haut est devenu bas et vice-versa. Et, et, et donc, j'ai fait ma première année d'école pendant les 4 premiers jours de ma scolarité. J'ai parlé pointu au milieu d'un fan qui avait la Seine du Midi. Et ils m'ont rentré l'accent à coups de poing. Et j'ai vite compris que si je voulais qu'ils arrêtent, il fallait que je parle comme eux. Donc ça a été une espèce de premier apprentissage de, de ce que c'est que la force du langage, et je dirais même de la sonorité du langage. C'est que mon vadémécum, ma clé de survie, ma possibilité d'être heureux dans ce milieu que je découvrais à l'école à 4 ans. C'est l'apprentissage de la vie sociale. Moi, j'avais pas de frères et sœurs. Au début, j'ai cru que c'était ça, d'ailleurs, qu'il fallait y aller pour prendre des baffes. J'en parlais pas chez moi, d'ailleurs. Je me disais, l'école, c'est ça. On s'assoit dans un coin de la cour de récréation, ils font la queue et ils vous donnent chacun une torgnole. Et, euh, et, puis, euh, et puis, bon, très rapidement, on découvre le bonheur de la conversation, le fait de l'ivresse même, de pouvoir se retrouver entre copains, et puis tout de suite de draguer les petites filles. Tout ça, c'est la tchatch. Il faut pouvoir parler, quoi. Donc, et on, on est très vite pénétré de l'espèce de profondeur que ça induit. C'est-à-dire que si on ne trouve pas les bons mots, si on ne trouve pas les mots, on se morfond, tout de suite, ça se répercute en termes de tristesse, de sclérose, d'incapacité à réagir. Donc on se dit, les mots, c'est important, il faut arriver à trouver Alors je pense que ça se cultive. Moi, je pense que ça se cultive beaucoup par la lecture. Je pense qu'on apprend beaucoup la conversation dans les livres. Euh, j'ai eu la chance, par exemple, moi, j'ai lu très vite des bandes dessinées petits, et je suis encore d'une génération où, si on lisait de la bande dessinée, il y avait certains parents qui disaient non, alors ça, franchement, euh, c'est pas bon, laisse tomber tes bandes dessinées, lis de la littérature générale. Moyennant quoi, les enfants, souvent à qui on interdisait de lire de la bande dessinée, ne lisaient rien du tout. Moi, j'ai appris très tôt que la lecture engendrait la lecture, en fait, et la bande dessinée, la lecture assidue de la bande dessinée petit m'a précipité dans la littérature générale parce que tout simplement, j'aimais bouquiner, j'aimais être avec un livre entre les mains. Mais je crois que le vocabulaire, je crois que la palette, l'éventail des mots, ça s'apprend beaucoup dans les livres. Et puis ça se cultive par l'écriture. Si je fais de la bande dessinée, c'est aussi pour le bonheur de rien se refuser, c'est-à-dire d'être à la fois dessinateur et écrivain. Et quand je constate que la bande dessinée me restreint sur le plan du dessin ou sur le plan de l'écriture, c'est-à-dire que j'écrirai plus volontiers que la bande dessinée ne me le permet, que je dessinerai de façon plus large et plus profuse que la bande dessinée ne me le permet, eh bien je sors de la bande dessinée et je fais des petits textes littéraires où je fais de la peinture ou des croquis, etc.
Mais je pense que le dessin et le langage, c'est un peu tout un. C'est-à-dire que c'est des moyens qu'on a à notre disposition pour essayer de comprendre un tant soit peu le monde alentour. Et ensuite, chacun doit trouver en fait à la fois la clé et la serrure. Mais moi, je dois dire que, ayant constaté très tôt à quel point c'en étaient deux très privilégiés, l'écriture et le dessin, j'ai, aussi loin que je me souvienne, mes vacances d'été, je les passais assis dans un coin à écrire des petits romans ou à pondre des petites bandes dessinées. Parce que tout de suite, je me disais, je pense que beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui exercent une activité artistique, sont des gens qui ont été foudroyés par l'expérience enfantine. C'est incroyable de vivre. L'existence, le simple fait d'exister, est une espèce de sommet en matière d'hallucinogène. Et les primes expériences qu'on fait du froid, du chaud, du soleil qui se lève et qui se couche, de maman qui est en train de manipuler la vaisselle dans la cuisine pendant qu'on est dans un semi-endormissement et qu'on entend les plats s'entrechoquer, etc. C'est des expériences qui nous constituent tous tellement profondément, qui font tellement partie de notre patrimoine intime, dans lesquelles on se réfugie tellement quand on a besoin de biberonner, de téter comme ça des instants plaisants, que on se dit, c'est des choses qu'il faut arriver à traduire et à conserver d'une façon ou d'une autre. Et donc on se lance dans une activité qui consiste à essayer de consigner ce que la vie peut avoir, la vie dans tous ses aspects, ce qu'elle peut avoir aussi bien de redoutable que de plaisant, mais en tout cas de consigner les raisons qu'on a d'apprécier et de redouter à la fois d'être là, d'être vivant. Euh, Moi, je pense que quelqu'un qui a à cœur de raconter sans arrêt la vie est quelqu'un qui n'arrive pas à s'habituer à exister. Euh, c'est- je ne sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, moi, le masque tombe et tout d'un coup, je suis prodigieusement étonné d'être entouré de gens avec un épiderme, des bras, des jambes, des cheveux, enfin comme si j'étais un extraterrestre en quelque sorte. C'est bref généralement. C'est comme si une toile se déchirait brièvement ou qu'on passe en manège et qu'on entrevoit un truc. Mais par moments, je me dis qu'au fond, c'est d'une étrangeté absolue, définitive, que d'être là, d'avoir génération après génération, de s'être forgé ce langage, ces modes de vie, ces façons d'habiter le monde. C'est tellement étrange. C'est bouleversant. Enfin, et on n'a pas assez d'une vie pour comprendre. C'est pour ça qu'il n'est pas. Il ne devrait pas être question, a priori, de s'ennuyer une minute. Alors, ça nous arrive à tout un chacun. Mais généralement, quand on s'ennuie, c'est qu'on n'est pas à sa place, ou on est fatigué, ou quelque chose nous a usé d'une manière ou d'une autre. A priori, on ne doit pas s'ennuyer dans la vie. On est sans arrêt soumis à un spectacle et à des sensations tellement, tellement, tellement étranges, tellement frappantes, tellement profondes, tellement riches d'enseignements que c'est sans fin. Moi, je vois, j'ai 43 berges, par exemple, j'arrive pas à le croire. Mon horloge, mon horloge intellectuelle s'est à peu près arrêtée vers l'âge de 9 ans. C'est pour ça que je fais des séries pour les petits aussi, qui s'appellent Ariol, Sardine de l'espace, etc. Tous les mois, j'écris des histoires pour les enfants, parce que j'en ai une espèce de besoin. J'ai ressenti un tel bonheur à lire petit des bandes dessinées, que quand je reçois la lettre d'un gamin qui me dit vous m'avez fait rigoler, vous avez fait rigoler mon papa, continuez, ou qui me demande, souvent d'ailleurs c'est pas à moi qu'ils écrivent, c'est à mes personnages, ils s'adressent à eux, ils leur demandent où ils habitent, leur couleur préférée, etc. C'est un tel bonheur de s'adresser aux gamins parce qu'il vous, comme dit mon copain Johan Sfar, qui est également auteur et dessinateur de bande dessinée, il dit quand les gens sont adultes, ils font la queue pour demander des dessins aux dessinateurs, des dédicaces.
quand ils sont enfants, c'est eux qui vous envoient des dessins par la poste. Et effectivement, l'enthousiasme des enfants est merveilleux. C'est pour ça qu'il y a un petit pincement. Je parlais du moment où on abandonne le dessin. On a tous dessiné, enfants. Et on s'est tous servi du dessin pour comprendre le monde alentour. On a tous dessiné, papa, maman, une fleur, la maison, le chemin qui mène à la maison, etc. Et puis il y a un âge où certaines capacités se détachent de nous et où l'enfant commence à justement avoir un regard autocenseur et critique sur sa propre expression, où il commence à dire je suis nul, c'est pas bon, je sais pas faire, je ne sais pas. Avant, il lui vient pas une seconde à l'idée qu'il sait pas, il fait. Vous mettez de la musique à un enfant, il danse. Vous le mettez devant une vitre où il y a de la buée, il dessine. Euh, vous lui mettez du fromage blanc, une tomate, il découpe et puis il commence à mettre la cuisine sans dessus-dessous. L'enfant, l'enfant, et pour cause, il a besoin de tester tout ça. Donc il faut qu'il se serve de tout. Il y a un âge où malheureusement on a l'impression qu'on n'est plus là pour se servir de tout. Or en fait, aussi longtemps qu'on a un souffle de vie, on est là pour se servir de tout. Rien ne nous est interdit, on peut tout essayer. On se trouvera plus ou moins habile à faire telle ou telle chose. Mais je trouve que ce serait dommage de se priver quand même d'un certain nombre de capacités que la vie nous offre, à quelque âge que ce soit. En plus, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour se livrer à peu près à quoi que ce soit dans l'existence. Donc, j'ai certainement pas répondu. Mais je pense que là, c'est tout un. Voilà. Dessiner, écrire, parler, pareil. Même combat. Alors, il n'a pas vu le premier livre, il n'a pas vu les premières vitrines de libraire avec le bouquin dedans, il n'a pas vu. Qu'il y ait des choses qui lui auraient fait immensément plaisir. Il était très fier de ça, qu'on fasse ça. Il a vu les planches, Dieu merci. Et il a vu des prépublications dans une revue à laquelle je l'avais abonné, donc il recevait régulièrement la revue. Et je m'étais lancé, on était allé suffisamment loin pour qu'il ait confiance, et d'ailleurs je lui ai dit et redit, que j'allais continuer. Mais il s'est battu 1 an et demi contre son deuxième cancer qu'il a tué. Et auparavant, notre rythme, c'était, pendant les 4 premières années, c'était, on se téléphonait une fois par semaine à peu près. J'allais passer 1 mois par an avec lui. Et, et puis j'avais une lettre par semaine dans ma boîte aux lettres aussi, grosso modo. Voilà, c'était ça. Quand il est tombé malade, on s'appelait tous les jours. J'y allais tous les mois et demi à peu près, passer une semaine ou 10 jours. Et il m'écrivait tous les jours, pratiquement. Donc on a fait front tous les deux et on s'est tenu la main jusqu'au bout. Et ça a été dans ma vie la première personne que j'ai vraiment accompagnée à la mort, et puis pratiquement seul parce que voilà, c'était comme ça. Et là, le fait de lui amener ces planches où il avait 20 ans, où il était en pleine forme, où il découvrait la vie, euh, ça faisait partie du traitement, si j'ose dire. Ça lui apportait une espèce de. Alors c'est pas souverain, ça change rien à la triste conclusion des choses, mais sur le moment, on se rend compte qu'on partage les moments où on arrive à faire s'évader la personne de sa détresse, et où pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, si on est dans un autre monde, celui du souvenir, celui où on souffre pas, celui où on est dans le projet, Euh, ça m'a appris énormément de choses, en particulier que pour bien assister une personne qui est au bout de sa vie, il faut qu'il y ait au moins une personne dans l'entourage qui pense qu'elle ne va pas mourir. Et moi, j'étais celle-là, contre toute logique. Parce qu'Alan, il pesait 20 kilos, il avait déjà vécu une agonie avec 35 degrés de température corporelle, les narines pincées, l'épiderme bleu. Il s'en était sorti, mais c'était un petit oiseau et contre toute attente, je pensais et il pensait, et nous étions tous les deux seuls à penser, qu'il allait s'en tirer.
Et donc, on a à la fois mis un peu les bouchées doubles tout de même, quand on le pouvait, c'est-à-dire dans les périodes où j'étais pas trop fatigué, pour faire des choses. Mais en même temps, on se disait toujours ce qu'on peut pas se dire maintenant, on se le dira. On va se le dire, on va se le dire plus tard. Oui, donc évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dites. Mais on s'est entretenu l'un l'autre dans cette espèce d'idée qui, de l'extérieur, semblait une fiction, mais qui pour nous était le fin fond de la réalité, que la mort n'existait pas et qu'on était là pour se raconter des histoires et, et pour en faire un objet qui allait circuler, etc. Et il a été aphasique dans les 2 derniers jours de sa vie, il a perdu la capacité du langage. Et, et son médecin, quand je suis arrivé donc auprès de lui, c'était l'avant-veille, donc il pouvait déjà plus s'exprimer par les mots. Et son médecin m'a dit, avant qu'il ait cette attaque d'aphasie, je suis rentré dans sa chambre, il venait de recevoir une enveloppe de vous, et, et je lui ai envoyé sans arrêt mes carnets de croquis. Il ne pouvait plus se balader, donc je passais ma vie chez le photocopieur et je photocopiais intégralement tous les coins de rue que je dessinais, tout ce que je voyais, etc. Et, euh, et donc il avait reçu le dernier truc en date, là, et, euh, et ces 2 médecins, ces 2 toubibs rentrent dans sa chambre et il leur dit: aimez-vous l'art? Alors les médecins lui disent oui. Et, et il dit: parce que voilà, j'ai un ami qui fait ça, et, euh, et il a fait ça avec des pastels, avec de l'encre de Chine, et il leur a décrit les techniques que j'avais employées, etc. Et ça a été, pour ainsi dire, les dernières choses qu'il leur a dites. Et, et c'était extrêmement fortifiant pour moi quand il est mort avec moi de, de savoir que jusqu'au bout, il avait retiré non seulement une espèce de réconfort, mais même un surcroît de fierté, de bonheur qu'on se soit connu, qu'on ait vraiment décidé de ne pas mégoter notre amitié, de passer beaucoup de temps ensemble et de mettre nos dons respectifs au service l'un de l'autre. Lui, c'était un extraordinaire conteur. Vous avez entendu sa voix dans le film. D'abord, il a une très belle voix. Et, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis c'était un tapis volant, cet homme. Dès qu'il appuyait sur record sur son petit magnétophone, euh, on, on était donc dans son jardin, auquel il est fait allusion dans le film. Et moi, je m'embarquais comme ça. C'est des heures dont j'ai un souvenir absolument divin. Euh, il y a eu des après-midi où j'aurais été en présence de... Et j'exagère pas parce que c'est ce que j'ai ressenti. J'aurais été en présence de Tchekhov, ou de Proust, ou d'Henri Miller. Ça aurait été pareil. Un tissu, quoi, une profondeur, une épaisseur. Et donc j'ai eu beaucoup de chance On a eu de la chance tous les deux. Parce qu'on s'est rencontrés au bon moment. Lui, c'était un vieux monsieur isolé et que plus grand monde n'écoutait et moi, j'étais quelqu'un qui voulait raconter une vie, mais pas la mienne. Et, et on a eu du bol. On s'est dit, on s'est presque tout de suite identifié en fait. On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Et vraiment, ça vaut le coup de se donner euh, à l'amitié, sans restriction, c'est-à-dire en passant, de la même manière que ça, évidemment, ça vaut le coup de se donner à l'amour, c'est tout un. Mais il y a des enjeux dans l'amour qui sont parfois plus compliqués qu'il ne peut y en avoir dans l'amitié. Mais pas s'économiser dans la relation. Alors, on peut censément pas le faire avec tout le monde parce qu'on ce serait une espèce de dispersion éperdue. On serait sans arrêt en train d'essayer d'être à 100% avec tout un chacun, ce qui n'est pas possible. Mais je trouve qu'on identifie de temps en temps dans l'existence quelques personnes avec lesquelles on sent qu'on peut jouer sur un très large clavier de soi-même. Il y a des gens avec lesquels on peut jouer sur 2 notes. C'est merveilleux, on s'entend bien, mais on se parle toujours plus ou moins du même truc. Ils sont là pour ça en quelque sorte. C'est leur rôle dans notre vie. Et puis, il y a des gens avec lesquels on peut être assez pleinement soi-même. On n'a pas besoin de se surveiller sur tel ou tel. Il y a des gens qu'on aime, qu'on adore, mais avec lesquels il faut faire gaffe. Et puis, euh, et puis, il y en a avec lesquels on peut être assez spontanément et assez largement soi-même. Et
Avec Alan, ça m'était d'autant plus facile que, contrairement à cet après-midi, encore une fois, j'étais celui qui se taisait. Mon rôle, c'était d'écouter un homme qui avait un âge et qui avait une santé qui lui laissait à penser qu'il était sans doute plus là pour très longtemps. Donc, qui avait à cœur, et c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir. Moi, j'imaginerais pas une vie sans des amitiés profondes avec des personnes âgées, de la même manière que j'imagine pas une vie sans des amitiés profondes avec des enfants, parce que je trouve que les deux extrémités de la vie ont beaucoup à nous apprendre quand on est au milieu, grosso modo, pour autant qu'on puisse en juger. Et il y a un côté charnu dans la conversation qu'on peut avoir avec des personnes âgées, intelligentes, pas sclérosées, pas usées par la vie, qui continuent à se lever chaque matin en se disant qu'elles vont apprendre quelque chose, et qui par ailleurs ont envie de vous passer une partie de leur patrimoine, parce qu'elles ont fait, comme disait Giono, elles ont fait leur compte pour elles-mêmes, et donc il y a un certain nombre de trucs qu'elles veulent dire. Et ça peut être la recette de la tarte aux pommes, comme quelque chose qui relève de la métaphysique. Mais, mais dans tous les cas, ce sera toujours frappé au coin du bon sens, ce sera toujours intéressant, il y aura toujours quelque chose à en tirer. Et avec lui, c'était ça, c'est-à-dire qu'il a exercé une pédagogie sur moi qui aurait été déséquilibrée si par ailleurs, je n'avais pas été son aîné en termes de dessin. La sphère artistique l'intéressait passionnément. Il aurait voulu être un artiste. Et il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit un jour, c'est con parce que je voulais m'exprimer artistiquement, mais j'ai toujours attendu que la table soit dégagée. Et je n'ai compris que trop tard que la table n'est jamais dégagée. Il faut se mettre au travail, même si la table est encombrée. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il voulait dire. Mais on a tendance à remettre au lendemain un certain nombre d'activités qu'on voudrait faire parce qu'il faut faire de la place chez soi. Or, en fait, les activités auxquelles on rêve, si on ne fait qu'y rêver, il faut s'y mettre en dépit du reste. Et même parfois contre le reste. Il faut accepter de laisser de côté certaines choses qui par ailleurs peuvent paraître importantes pour la vie de tous les jours, mais il faut accepter de les subordonner à une activité qui par ailleurs va vous épanouir. Et, et lui, il avait d'abord tiré le diable par la queue toute sa vie, ça aide pas quand on n'a pas de fric, on est pieds et poings liés. Il a fallu qu'il exerce des métiers qui souvent l'intéressaient que médiocrement. Mais où il a tout de même trouvé son intérêt parce que c'était aussi son talent dans l'existence de trouver partout de la Et globalement, il n'avait pas pu faire, il aurait voulu être céramiste, il n'avait pas pu être céramiste. Ce qui fait que le dessinateur en moi, il le regardait comme un enfant regarde un adulte. C'était la grande personne quand il s'agissait de parler d'une activité artistique ou du dessin. C'est important aussi quand on a des amitiés transgénérationnelles, comme on dit, de les équilibrer, qu'on puisse s'apporter quelque chose chacun l'un à l'autre. Parce que si c'est à sens unique, ça ne dure jamais bien longtemps. Quand quelqu'un vous apporte et que vous recevez, au bout d'un moment, ça se tarit. Donc, dans toute amitié digne de ce nom, équilibrée, est une amitié en sens giratoire, si j'ose dire. C'est en permanence, l'un et l'autre s'apportent quelque chose. Et avec lui, comme avec Didier, c'était ça. On était sans arrêt en train de s'apprendre. Et donc, de cela, on s'était très reconnaissants les uns aux autres. Et je pense que l'amitié a besoin toujours d'une dose d'admiration. Je trouve que aimer quelqu'un, c'est toujours avoir un peu d'admiration pour lui. Se dire, ah, il m'en impose quand même. Ça peut être quelqu'un évidemment, de très. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a fait nécessairement des exploits ou qui a grimpé sur l'Everest. On peut avoir de l'admiration juste parce que tel jour, une personne a prononcé telle parole, par exemple, et que ce jour-là, elle vous en a imposé. Vous dites, ah, c'est quelqu'un. Il a du courage, ou il a de la jugeote, ou il a de la tendresse, on est à l'affût des qualités des autres. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais de temps en temps, quand il y a une personne parfois qu'on connaît très bien d'ailleurs, mais qui révèle tout d'un coup un aspect gratifiant, une douceur, un truc, on ressent une espèce de douche intérieure, là, on se dit, ah, il est comme ça, ah, tant mieux. Alors, si on l'aime déjà,
on y trouve une espèce de confirmation. On se dit, je fais bien de l'aimer, parce il a ça en lui et c'est formidable. Et si on l'aime pas encore, c'est le moment où on commence à l'aimer. On se dit, ouais, il est extra, il faut absolument que je le connaisse mieux, que je